De vastes plaines perchées à plus de 2000 mètres d'altitude. Un décor de Far West au cœur du plus grand désert des États-Unis. Pour ce premier épisode de Sur la ligne, on a pris la route avec Yann, Antonin et Christophe, lui qui a travaillé dans le monde entier et sur de nombreux terrains de guerre. Après la chute du mur de Berlin, on pensait que l'humanité en aurait fini avec les murs. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, il y en a plus de 70 à travers le monde. Ces 3145 km de frontières, nous allons vous les raconter à travers ceux qui vivent au pied du mur, américains ou mexicains. Donc là, on est côté mexicain, hein, à Agua Prieta. C'est impressionnant quand même. Hein. On pourrait penser que c'est celui-ci, le mur de Trump, sauf qu'il est bien plus ancien. Hein. Il date de quelle année? La fin des années 90. Donc avant les années 90, il n'y avait rien ici. En fait, on pouvait aller et venir comme ça d'une ville à l'autre sans problème. C'est dingue d'ériger des murs comme ça, entre deux mondes. Il y a une voiture là. Ouais. Hola, señor. Bonjour, monsieur. Que tal? Comment allez-vous? Ça va, et vous? Vous vivez ici? Oui, depuis que je suis tout petit. Et comment ça se passe la vie ici pour vous? Ça va. Quand est-ce que vous l'avez vu construire ce mur ici? Ah, ça fait déjà un paquet d'années. Ça fait pas mal de temps. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mur? C'était mieux avant? Avant, le mur, il était bien plus petit. Maintenant, il est bien plus haut. Il y a des gens qui se tuent en le traversant. Partir, coûte que coûte. Ce jour-là, un groupe tente de franchir le mur, sous nos yeux. Celui qui extirpe cette échelle bricolée en fil d'acier, c'est le passeur. En haut, côté américain, son complice. Ils arriment l'échelle de fortune au sommet du mur pour faire monter ce père et sa fille. À cet endroit, le mur fait 8 mètres de haut. L'un après l'autre, hommes, femmes, enfants, 7 personnes franchissent la muraille d'acier. Le plus jeune est un bébé. Pour pouvoir redescendre, au-dessus du vide, son père confie l'enfant au passeur. En 10 minutes seulement, la vie de ces deux familles bascule. Les migrants, Mario les croise du soir au matin. Moi, c'est Mario Avila, je suis de Juarez. Ici, je glane ce que les migrants laissent derrière eux. Des vêtements, baskets, parfois même de l'argent, des billets, des pièces, des portables, plein de choses comme ça. Et après, tout ça, je le vends au friperie. Ça me fait 20 € par jour, les bricoles que je trouve ici. En traversant, les migrants sont trempés, pleins de boue. Ils se changent ici quand ils ont d'autres vêtements. Et ceux qui n'ont rien, je leur vends des baskets sèches. Sur ce secteur, les migrants n'essayent pas de franchir le mur. Partout, sous les pas de Mario, leurs papiers. En les abandonnant ainsi, les migrants effacent leur nationalité. Devant les gardes-frontières, ils inventeront une histoire pour tenter d'obtenir un titre de séjour. J'ai été clandestin 8 ans aux États-Unis. C'était difficile parce qu'il fallait sans cesse se cacher, ne surtout jamais se faire contrôler par la police. Je vivais avec la peur de me faire arrêter. Certains jours, je n'osais pas sortir de chez moi, je restais enfermé. C'était trop dur. C'est pour ça que je suis revenu ici. Il faut que vous marchiez encore 1h20 pour arriver à l'endroit où le mur s'arrête.
Sur la route de l'espoir, Mario leur sert de guide. Vous venez d'où? Venezuela. Et que cherchez-vous? La police. Vous voulez rentrer légalement, c'est ça? Oui. Et toi, pourquoi tu veux aller en Amérique? Pour aller à Disneyland. Et c'est pour ça que t'aimerais bien y aller? Et pour étudier. La maman, Nancy, Francisco et leur fille Franjolie ont quitté le Venezuela il y a un mois. Ils ont parcouru 6000 km en bus. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le Venezuela? Beaucoup de choses, la situation économique, l'instabilité. Maintenant, j'ai peur que l'on nous sépare. Ça a été une épreuve d'arriver jusqu'ici. Ma famille, c'est tout ce que j'ai. Madame, c'est quoi votre rêve? Offrir une bonne vie à ma fille et à ma famille. Être bien. Quelques kilomètres plus loin, le mur s'interrompt. Ici, les migrants peuvent se présenter aux gardes-frontières. Ceux-là aussi sont vénézuéliens. Ils se sont fait refouler la veille. On veut passer! On veut passer! On a froid, c'est la jungle ici. Aidez-moi, je viens du Venezuela. Ils nous apprennent que 5 jours plus tôt, Joe Biden a rétabli une directive de l'ère Trump. Elle empêche l'entrée des Vénézuéliens. Nancy et Francisco l'ignorent. C'est cet homme en noir près d'eux qui leur annonce. Ils ne pourront pas passer. Au lieu de gravir le talus pour l'Amérique, demi-tour. À quelques mètres seulement de la frontière, après un si long périple, leur rêve se noie dans les eaux saumâtres du Rio Grande. Comment vous allez faire? Il vous reste de l'argent? Rien. Rien. Je pensais qu'il y aurait un endroit pour se reposer. Je ne sais pas où on va dormir. Où on va attendre. Il va falloir qu'ils trouvent de l'argent, car pour rentrer aux États-Unis, leur seule solution sera de payer des passeurs. Avec l'équipe, on traverse la frontière. Côté USA, Douglas, petite ville de l'Arizona. Dans ces quartiers, les rues s'arrêtent sur cette grille. Ah, c'est plutôt paisible, hein, c'est tranquille ici. Hein. Malgré la présence du mur. C'est tranquille. Ça fait quoi de vivre collé au mur? Hello, sir. Bonjour, monsieur. Bonjour. On est ici pour rencontrer des habitants et essayer de raconter la vie au quotidien à Douglas. Si vous avez 2-3 minutes à nous accorder. Ouais, laissez-moi m'habiller. On va lui laisser mettre un pantalon quand même. Ruben, la cinquantaine, est garde forestier à la retraite. Il a quitté les bois pour une forêt de barbelés. Thank you very much.
Merci beaucoup. Merci de nous accorder un peu de temps. Depuis quand est-ce que vous habitez ici, devant le mur? J'habite ici depuis que j'ai 5 ans. Et ça ne vous dérange pas trop, ça, ce mur, en face de votre maison? Maintenant, vous savez, c'est bien mieux pour la ville. Ça a permis de mettre un terme à tout un tas de trafic, les vols de voitures, tout ça. Quand j'étais gamin, je pouvais même pas garder mon vélo plus de 2 semaines. Ils traversent le mur, ils volent des vélos, ils volent des voitures. Avant qu'ils n'installent les barbelés, ils traversaient tout le temps. Moi, j'ai dû mettre des barbelés sur mes clôtures. Et vous pouvez nous montrer? J'ai installé ça parce qu'ils sautaient par-dessus, tout le temps. Vous avez mis ça pour les empêcher de traverser. J'ai dû faire ça pour me défendre. C'est le bordel, mec. Moi, j'ai rien contre ces gens. Mais c'est un délit de traverser. J'ai rien contre ceux qui viennent ici pour chercher du boulot. Vous pouvez me retrouver tous les après-midi, assis juste ici. Pour Ruben, ce mur est un mal nécessaire. Mais le point de vue est bien différent pour ses voisins d'en face, côté Mexique. On va aller voir Pacheco, c'est le mec qui vit au pied du mur. Ce qui nous a promis de faire un barbecue. Un barbecue au pied du mur. Et là, tu vois, on arrive chez Pacheco et c'est pas tout à fait le même environnement. Hein. Et c'est ce quartier où il y aurait des passeurs qu'on appelle les coyotes aux États-Unis, aux smugglers. Moi, je gare la voiture, toujours dans le sens du départ. Hein. On sait jamais s'il faut partir vite. Ça, c'est une règle dans les reportages. Hola. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va. Merci beaucoup. C'est la technique mexicaine pour faire un barbecue? Vous n'avez même pas besoin de sortir le charbon du sac. L'hospitalité est là, mais les visages sont fermés. Les cartels seraient venus frapper à leur porte il n'y a pas longtemps. Un type est venu me voir, quelqu'un de la mafia ou un truc comme ça. Il a voulu me forcer à lui vendre la maison. Pourquoi faire? Pour creuser un tunnel sous ma maison pour y faire passer de la drogue. Un tunnel jusqu'à une autre habitation là, de l'autre côté du mur. Comme c'est pas loin et un peu retiré. Ils m'ont proposé 30 000 euros. J'ai refusé de leur vendre. Mais je leur ai dit que pour 45 000, c'était OK. Mais ils n'ont pas voulu. Vous savez, beaucoup de familles ont dû partir sous la pression. Elles ont eu peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Et c'est pour ça, Pacheco, que votre fils a envie de partir aux États-Unis? La semaine dernière, oui. J'ai essayé. On devait traverser. J'ai attendu le signal des passeurs. Mais ça n'a pas marché. Ils ne m'ont pas rappelé. Moi, je ne veux surtout pas qu'ils partent. Ici, on peut être heureux avec pas grand-chose. Il ne faut pas que les parents soient séparés de leurs enfants. Quand les enfants grandissent, ils ont besoin de leur père. On connaît beaucoup de personnes qui sont parties de l'autre côté. Mais la vie n'est pas rose là-bas. Merci. De rien. Merci beaucoup. On espère vous revoir un jour. En 2022, selon les autorités américaines, 600 000 illégaux auraient franchi ce mur. Au départ, la frontière entre les États-Unis et le Mexique est invisible. Son tracé remonte à la fin de la guerre entre les deux pays en 1848. Après avoir perdu le Texas, le Mexique a cédé une bonne partie de son territoire.
La première clôture, longue de 30 km, est installée en 1911 par les Américains pour éviter la propagation d'un parasite qui infeste le bétail mexicain. 30 ans plus tard, les États-Unis, en pleine Seconde Guerre mondiale, ont besoin de main-d'œuvre et délivrent des permis de travail à grande échelle. Des millions de Mexicains franchissent la frontière. Pour empêcher les familles de les rejoindre, le premier mur est érigé en 1948. La construction s'accélère quand le trafic de drogue explose dans les années 90. Un peu plus de 1000 km de barrières sont dressées. Président démocrate ou républicain, au final, les deux camps ont érigé ce mur. Ce mur entre les États-Unis et le Mexique, il sépare de très nombreuses familles de part et d'autre de la frontière. Alors on peut s'écrire, on peut se téléphoner, mais jamais se toucher à cause de ce mur. Et ces familles tentent de le faire disparaître, le temps d'une étreinte, d'un câlin, à quelques kilomètres d'ici. Antony, banlieue d'El Paso, tout près de la frontière. Un quartier modeste. C'est ici que vit Norma. Elle a 54 ans. Mais Norma est sans papier. Avec mon mari, nous sommes arrivés aux États-Unis le 6 juin 1999. Parce qu'au Mexique, ma mère et mon frère ont été abattus. On ouvre des cicatrices là. Je sais bien que la violence existe partout sur Terre. Mais ça me serait très difficile de revenir. Non, je ne pourrais pas. Norma n'est jamais repartie. Ce n'est pas le cas de son mari. Arrêté en état d'ivresse, il est aussitôt expulsé. Elle ici, lui là-bas, le couple ne survit pas. Puis vient ce jour de 2015. Le téléphone a sonné et c'était elle. Elle m'a dit « Je suis à l'immigration, je viens de me faire arrêter ». Cette fois, c'est au tour de sa fille, Lisbeth, d'être expulsée. Elle a pris 11 ans d'interdiction de séjour. Cette frontière, c'est une malédiction pour vous, non? Oui, parce que comme on dit, on est à la fois si proche et si loin. Lisbeth, la fille de Norma, avait grandi aux États-Unis. Elle était là depuis 20 ans. Elle avait construit sa vie, ici. Elle avait même 3 enfants. Eux sont restés. Les enfants à table. 4 empanadas, ça vous va? C'est désormais Norma qui les élève. Merci, maman. Yorkel, 10 ans. Johan, 13 ans. Betsy, 16 ans. Betsy, depuis quand tu n'as pas revu ta maman? 1 an. Je ne l'ai pas revue depuis 1 an. C'est très rare quand on se parle au téléphone. Peut-être 1 fois par mois. Je ne la considère plus vraiment comme ma mère. Parce que elle n'était pas là quand j'ai eu besoin d'elle. Celle qui était là, c'était maman Norma. C'est elle que je considère comme ma mère. Ça me fend le cœur de ressentir les choses comme ça. Leur mère, Lisbeth, vit tout près, à Ciudad Juárez. La ville frontière en face du Texas. 1,5 million d'habitants. Certains attendent pour rentrer aux États-Unis, d'autres en ont été expulsés. C'est là que les services de l'immigration ont relâché Lisbeth.
Dieu seul sait pourquoi je suis ici au Mexique. Mais je sais qu'il a prévu quelque chose de plus grand sur ma route. Rentrer aux États-Unis. Rentrer retrouver mes enfants et ma mère. Retrouver ma vie d'avant. « 5 ans qu'elle vit à Ciudad Juárez. Elle y a refait sa vie avec Victor. Ensemble, ils ont eu la petite Leia, 3 ans. Et il y a beaucoup de différences ici avec les États-Unis? Assez, oui. Ça se voit, non? Regarde. Ça se voit. Dans la nouvelle vie de Lisbeth, les fenêtres donnent sur les États-Unis. Je vis à 50-60 mètres de la frontière avec les États-Unis. C'est une torture parce que certains matins, à l'heure où là-bas mes enfants partent à l'école, je me lève en pensant à eux. Et la seule chose que je peux faire, c'est de regarder par la fenêtre et laisser remonter les souvenirs. C'est ça qui me fait le plus mal. Un seul jour dans l'année, ces familles séparées sont autorisées à se retrouver. Et c'est aujourd'hui. Ça se passe ici, à 2 pas du mur. 300 familles affluent. Elles se sont inscrites pour revoir leurs proches restés au Mexique. Une association de défense des droits de l'homme organise l'événement, en accord avec les gardes-frontières. Nous sommes 4, on a présenté nos tests Covid. Je vais enfin revoir ma fille. Tiens-moi ce bracelet. 1 an que Norma attend ce jour. Je ne sais pas encore combien de temps on va devoir patienter, mais je me sens si heureuse. Certaines familles ont traversé tout le pays, comme ce couple venu de Chicago. Ils ont parcouru 3000 km. C'est mon époux. Il va enfin rencontrer mes parents, alors que ça fait 2 ans qu'on est mariés. Ça sera la première fois. Je viens voir mon père et mon frère. Depuis combien de temps vous ne les avez pas vus? 6 ans sans se voir. Votre fille, elle a quel âge? 4 ans. Nous, ma sœur et moi, nous venons rencontrer notre maman. Combien de temps sans vous voir? Moi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en 1998. Et ma sœur en 2001. Ma maman a 92 ans. Pour nous, c'est peut-être la dernière fois. La plupart des participants sont sans papier. Exceptionnellement, ce matin, la police s'est engagée à ne contrôler personne. Famille, 150 à 200, on avance par là. Il est 8 heures. Le cortège va traverser le mur par cette porte ouverte pour l'occasion. La vraie frontière est naturelle, c'est le Rio Grande. À cette saison, le fleuve n'est qu'un filet d'eau. Et c'est au milieu, sur ce frêle ponton, que les familles vont pouvoir se serrer dans les bras à tour de rôle. En jaune, les familles installées aux États-Unis. En face, en bleu, celle du Mexique. Coucou mes amours. On est là. Levez la main. Allez ma chérie, fais signe à ta mamie. Fais coucou ma chérie. Ma femme va pleurer, croyez-moi. Même si elle dit le contraire. Je la connais. Elle est fragile à l'intérieur. Alors j'essaierai de ne pas trop pleurer. Nous allons commencer. Famille des 2 côtés, tenez-vous prêtes. On y va. Après des heures d'attente, à tour de rôle,
les familles s'étreignent enfin. Mais elles n'ont que 3 minutes pour s'embrasser, pas une de plus. Lisbeth va enfin retrouver sa mère et ses 3 enfants. Je t'aime, maman. Famille, ça va faire 3 minutes. Il faut y aller, s'il vous plaît. Non, non, pas encore. Je n'ai pas embrassé ma petite fille, ma vie, mon amour, mon amour. Allez, on y va. Va avec ton père. Bye. Bye, mi amor. Au revoir, mon amour. Bye. Au revoir. Bye. Beso. Dios me la cuide, me la bendiga. Que Dieu te protège. Ma petite fille chérie. Au revoir, ma fille. À bientôt. Prends soin de toi. Je t'aime, ma fille. Déjame llevo, amiga. Tenemos que seguir. Je suis si heureuse d'avoir pu la voir aujourd'hui. J'ai pu voir ma mère et ma petite sœur. C'est un moment que je pourrai jamais oublier. Puis vient le tour des 2 sœurs qui n'ont pas revu leur mère depuis 24 ans. Mamá, mamá. Ma petite maman, on est enfin réunis. Mamá, mamá. Aquí estoy, soy Maman, c'est moi, Betty. Aquí estoy, mamá. Madre. Merci pour tout, maman. Tes filles sont avec toi, maman. Mes filles, combien d'années sans vous voir? Tes filles sont là, maman. Tes filles sont là. Famille, c'est terminé. Il faut commencer à y aller. Je sais, maman, je sais. Que Dieu te bénisse, maman. Cette étreinte, la toute dernière. Quelques jours après, Edwige, la vieille dame, s'est éteinte. Impossible pour ses filles d'assister aux funérailles. Si tant de Mexicains décident de partir, c'est notamment pour fuir l'insécurité qui règne chez eux. Ce problème, nous venons en parler avec le patron de la police municipale d'Agua Prieta. Il s'appelle Marcus Vinicius. Bonjour Marcus, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci, et vous? Suivez-moi dans mon bureau. La présence des cartels, leur violence, elle s'affiche dès l'entrée du commissariat, sur ce mur. Qui sont ces gens en photo là? C'est pour se souvenir de nos policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions, lors d'affrontements armés. Lui là, il a disparu. On n'a jamais retrouvé son corps. Suivez-moi s'il vous plaît. Voilà. Ici, c'est la salle de crise. Et là, c'est mon bureau, dans lequel je passe beaucoup de temps. Là, je peux voir tout ce qu'il se passe à l'intérieur du commissariat. Ça, c'est mon fusil M4, mon gilet pare-balles et un casque en Kevlar. Un policier municipal lourdement armé. Dans ce pays gangréné par les cartels, Marcus veut montrer l'image d'une police qui contrôle la situation. Passez derrière moi, s'il vous plaît. Ahora haz para atrás. Aquí.
En plein dans le mille. Vous voyez ici, tout le monde sait bien tirer. Comme ça, on est sûr qu'ils sont prêts et que leurs armes fonctionnent. S'il faut faire feu, ils sont préparés. Vous avez pas trop mal aux oreilles? Un peu, hein? Un peu, si. Tu as le fusil M4? Tu peux l'apporter? Ici, ils sont tous formés à utiliser ces armes. La police municipale est la première qui intervient sur le terrain. Sur une année, on a dû intervenir 8 fois seulement. Il ne se passe pas grand-chose. C'est très tranquille à la frontière. Ça, c'est des armes qu'on utilise dans les zones de guerre, ça. Hein. Ouais. Mais ici, ils l'utilisent en matière de sécurité publique, à Agua Prieta. Donc ce sont vraiment des armes lourdes. Ah, mais alors, ça veut dire qu'en face, c'est pas des enfants de cœur. Non. Je suis juste sourd. Hein. Alors pourquoi avez-vous besoin de ces armes de guerre? Parce qu'il n'est pas exclu que l'on soit confronté à la violence. La violence ne prévient pas. On doit être prêt en toutes circonstances. Vous avez des contacts avec les membres des cartels qui vivent ici, à Agua Prieta? Non, ici non. Quand ils voient nos patrouilles, ils se dispersent. On n'a pas de cartel digne de ce nom. Il n'y a pas vraiment de trafic de drogue. Le trafic de drogue, ici, c'est terminé depuis qu'ils ont légalisé la marijuana aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est la marijuana qui vient des États-Unis jusque chez nous. Moi, je suis un peu dubitatif sur cette façon de dire qu'ici, tout va bien. Et il y a des tunnels par ici, aujourd'hui? Non, il n'y a plus de tunnels. C'est plutôt du côté de Nogales ou Tijuana. Chez nous, c'est terminé. C'est quand même étonnant qu'ils te disent qu'il n'y a pas de tunnel quand notre ami Pachico, on lui propose 600 000 pesos pour acheter sa maison et faire un tunnel. Je ne sais pas s'ils ont des infos ou si c'est sensible. Non, je sais pas, je pense que c'est sensible et qu'il ne dira pas toujours la vérité. Ils sont combien à tenter chaque jour de franchir le mur ici? D'après les chiffres que nous communiquent les Américains, ils sont environ une cinquantaine, voire une centaine chaque jour. Ce matin, à Douglas, près de 600 bikers se sont donné rendez-vous sur ce parking. Salut. Bonjour monsieur. Comment ça se passe ici, près de la frontière? Ici, la frontière, c'est un vrai problème. Pourquoi? Il y a trop de gens qui entrent illégalement, trop de drogue, trop de problèmes. Il y a des courses-poursuites tous les jours par ici. Des accidents à cause des gens pris en chasse par les gardes frontières. Merci. Je vous en prie. Bonne chance pour la course. Et vous n'êtes pas venu à moto, vous? Non, désolé, on est venu en voiture. Pour honorer notre pays, l'hymne national. Des républicains purs et durs, anti-immigration. Le shérif local, Mark Daniels, veut se les mettre dans la poche. C'est le shérif du comté, il est au top. On souhaite la bienvenue à notre shérif, Mark Daniels. Bonjour à tous et merci beaucoup, Jeff. Merci aux jeunes officiers, merci à toute la jeunesse d'être venue aujourd'hui. Il fait un peu froid, mais ça va être une belle journée pour se balader à moto. Merci d'être venus et soyez prudents. C'était le shérif Mark Daniels. Et maintenant, mesdames et messieurs, démarrez les moteurs. Vous êtes démocrate ou républicain? Je suis républicain. Comment on fait pour devenir shérif aux États-Unis? Il y a 15 comtés ici en Arizona. Rien que dans l'État d'Arizona.
Et à travers le pays tout entier, on compte 3000 shérifs. 98% d'entre eux sont élus par le peuple. Donc ça veut dire que vous devez faire campagne? Oui. Comme un homme politique? Oui, c'est un gros mot, hein. Un gros mot, pourquoi? Non, je plaisante. Ils viennent tout juste de les abandonner. Regardez, c'est le genre d'accessoires que les cartels donnent aux migrants. Qu'est-ce que c'est? C'est pour éviter de se blesser avec le mur? Non, ce sont des chaussures. Des chaussures? Oui, des chaussures. Ils les portent pour éviter de laisser des traces et qu'on les retrouve. Et les passeurs les attendent ici après avoir traversé le désert? Les passeurs décident une marque au sol, ils arrivent, se déshabillent très vite et sautent dans la voiture. Venez, on va essayer d'en trouver. Et là, qu'est-ce que vous attendez? Les passeurs. Les passeurs? Ils empruntent souvent cette route. Quand je m'arrête, restez à distance de la voiture. Yeah, with Arizona, 02 Atom, 2 Atom, X-ray Atom. It'll be Highway 92 just south of Car Canyon. Bonjour. Vous avez vos papiers, votre assurance? J'ai mes papiers, mais je les ai perdus. Vous n'avez pas votre permis de conduire? Oui, je l'ai. À bord de ce véhicule, un couple de sans-abri. Ils vivent dans leur voiture. Des gens cabossés, l'autre visage de l'Amérique. Rien de très intéressant pour le shérif. Ce qu'il veut, lui, ce sont des passeurs, des migrants. Il en a interpellé plus d'1 millier l'an dernier. C'est son tableau de chasse pour sa réélection. Sur votre page Facebook, vous n'arrêtez pas de poster des photos de migrants, de passeurs. Exactement. C'est pour envoyer un message. Si vous êtes un passeur et que vous venez dans mon comté, vous allez en prison. C'est aussi simple que ça. En France, c'est très différent. Si les policiers postaient sur Internet ce genre de photos, ce serait un véritable scandale. Ça choquerait les gens. Vraiment? Non. Nous ici, on le fait pour vous mettre en garde. C'est du marketing. Le message, c'est « Ne venez pas ici pour enfreindre la loi ». Vous savez, il y a des gens bien de l'autre côté du mur, mais il y a aussi de mauvaises personnes là-bas. Il y a des cartels, des criminels. Et les cartels sont très présents à Agua Prieta, selon vous? Oh oui, c'est bien connu. Ce sont eux qui sont à l'origine des violences. Au pays de l'oncle Sam, s'y attaché au drapeau, pour accéder à la nationalité, des milliers de Mexicains se sont enrôlés dans l'US Army. Donner son sang, quel plus grand sacrifice ils auraient pu faire. Et pourtant... Ces vétérans de l'armée américaine ont servi les États-Unis pendant des dizaines d'années, qui sont expulsés ici au Mexique pour avoir commis un délit. Si tu reviens de l'armée et que tu fais une connerie et que tu es condamné, en gros, on te renvoie dans ton pays d'origine. Et on leur demande d'être irréprochable pour ça. Ouais, c'est un peu marche ou crève dans ce pays. L'endroit n'a pas été choisi par hasard. Face au mur, sous le pont frontière, devant la porte des États-Unis. Tous ici sont mexicains. Tous ont combattu pour l'Amérique. Tous ont été expulsés pour avoir enfreint la loi. Nous sommes ici, à la frontière, pour honorer la mémoire de nos vétérans expulsés, morts à Juarez. Ça, ce sont les plaques des soldats morts en exil, ici, au Mexique. Vous pouvez voir leur visage là.
Je demande régulièrement à pouvoir rentrer, mais ils refusent de me laisser revenir. Si je rentre, c'est dans un sac mortuaire. Mort. Il n'y a que comme ça qu'ils me laisseront rentrer aux États-Unis. Ricardo est resté 8 ans au service de l'US Army. Il a été expulsé du pays en 2007. Depuis, il n'a plus le droit de fouler le sol du pays pour lequel il s'est battu. Là-bas, derrière cette barrière, c'est là ma maison. C'est là que vivent mon fils, ma sœur. C'est là qu'est enterré mon père. Je n'ai pas pu aller aux obsèques. Pareil pour mon frère, pareil pour ma mère. Bonjour. Bienvenue à la maison des vétérans expulsés. Vous êtes chez vous. José Francisco, bientôt 80 ans, est un ancien du Vietnam. On appelle ça le bunker. Il mène sa dernière guerre contre l'administration américaine qui expulse des vétérans mexicains comme lui. Là, j'ai des lits de camp sur lesquels j'héberge ceux qui viennent de se faire expulser. Ils peuvent dormir ici. Là, j'en ai un autre. Cette photo, c'est moi au Vietnam. Ils m'ont recruté en 1967. Je ne parlais pas un mot d'anglais. En servant les États-Unis, surtout en temps de guerre, automatiquement je devenais américain. C'est ce que m'avaient dit mes supérieurs. Mais c'était des mensonges. Ils m'ont menti. Cette médaille, ils me l'ont remise au Vietnam. Ils m'ont appris à tuer. Tuer, faire le sale boulot. C'est la première chose qu'ils m'ont enseigné. On arrivait dans des villages et on commettait des atrocités. Tout ça, je l'ai toujours en tête. Il nous fallait prendre de la drogue pour tenir. Je suis rentré du Vietnam addict. D'abord de la marijuana, puis de la cocaïne. Mais la cocaïne était très chère. Pour pouvoir m'en acheter, j'ai dû devenir dealer. C'est comme ça que j'ai atterri en prison et qu'ils m'ont ensuite expulsé. Le dimanche, c'est jour de retrouvailles au bunker. Des vétérans du Texas leur font passer des vêtements, de la nourriture. Irak, Koweït, Afghanistan. Ils ont participé au conflit majeur de l'US Army. Mais tous ne parviennent pas à rebondir au Mexique. Marcelino a été expulsé il y a 6 ans. Après toutes ces années, il parle à peine espagnol. Je suis un Marines. Je suis arrivé illégalement aux États-Unis quand j'étais bébé. J'avais 1 an, 1 an et demi. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. École élémentaire, collège, lycée, puis les Marines. Après, j'ai été gardien de prison au Texas pendant 10 ans. Toute ma vie, je l'ai passée aux États-Unis. Je connais pas le Mexique. Je connais que depuis mon expulsion. J'ignore toute cette culture. On a tout à réapprendre. Bon, là, maintenant, c'est différent. On est entre frères. La plupart se sont fait arrêter pour des affaires de drogue. Comme Ricardo, le trompettiste. Mon frère m'a demandé un service, l'aider à passer la frontière avec de la marijuana, parce que sa vie était menacée. Je savais que c'était illégal et j'ai dû prendre une décision. Je l'aide ou je ne l'aide pas. C'est pas pour dire, mais à l'armée, on m'a appris à ne jamais laisser un frère derrière soi. Alors j'ai pris ce risque pour l'aider. Je ne suis pas trafiquant, mais la marijuana, je n'ai rien contre non plus. D'ailleurs, elle est légale dans bien des États aujourd'hui. Bref, au moment de traverser, les douaniers avaient un superbe chien renifleur. Fin de l'histoire. J'ai pris 18 mois. Et figurez-vous qu'en détention, j'enseignais l'anglais à des citoyens américains. Quelle ironie. C'était mon job en prison.
Prison, expulsion, la double peine. Ces vétérans déchus partagent un même sentiment d'injustice, d'humiliation. Pourtant tous aiment encore cette Amérique qui ne veut plus d'eux. Si l'Amérique est attaquée et qu'il faut la défendre, je crois que tous ici, on répondrait présent. Souvent, ces expulsions sont définitives. Mais parfois, un miracle se produit. Ça se passe dans un fast-food du Texas. Quelques semaines après notre tournage, Marcelino, le Marines qui se sentait comme un étranger au Mexique, Regarde qui est là. A fait une surprise à sa fille, Maïsi, qui vit aux États-Unis. Elle a 7 ans, il était expulsé depuis 6 ans. L'administration américaine a finalement levé l'interdiction de territoire de Marcelino. Le voilà enfin de retour au pays. Ici, dans cette longue file d'attente, dans ces voitures, il y a des femmes qui veulent traverser la frontière pour exercer un droit fondamental qu'elles n'ont plus dans certains États ici aux États-Unis, qui est celui de pouvoir se faire avorter. C'est une décision qui a été prise par la Cour suprême des États-Unis en juin dernier, qui est revenue sur le droit à l'avortement des Américaines sur leur propre territoire. C'est dingue parce que maintenant, ils sont obligés de passer la frontière pour aller se faire avorter. Monterrey, nord-est du Mexique, à moins de 2 heures du Texas. Bienvenido. Bienvenue. Je suis Vanessa. Entrez. Dans sa maison, Vanessa a aménagé une pièce en plus. La aborteria, traduction, l'avorterie. Vanessa y fournit gratuitement le gîte, le couvert et les pilules abortives. Donc c'est ici. L'idée, c'est que les femmes s'y sentent chez elles. La première qui est venue ici pour avorter, elle est arrivée très tôt, à 6 heures du matin. Mais à 13 heures, c'était fait. Elle partait. Super rapide. Un avortement gratuit, discret, que Vanessa proposait initialement aux Mexicaines. Mais depuis quelques mois, ce sont surtout des Américaines qui la sollicitent. Ici, au Mexique, en septembre 2021, la Cour suprême décide que les femmes ne peuvent plus être poursuivies pour un avortement. Au même moment, aux États-Unis, les restrictions absurdes et inhumaines commencent contre celles qui décident d'avorter. Jamais je n'aurais imaginé que les femmes aux États-Unis auraient un jour besoin des Mexicaines pour avorter. Pour moi, c'était impensable. Je n'en reviens toujours pas qu'il soit arrivé ça aux Américaines. Ici, c'est le séjour. Je vous présente ma femme, Sandra, qui est en train de travailler. Sandra partage ma vie, mais elle est aussi ma partenaire dans notre combat militant pour l'avortement. Là, ça dit « J'ai besoin d'avorter ». C'est le nom de notre association. Quand une femme cherche sur Google « J'ai besoin d'avorter », elle tombe sur nous. D'abord, elles arrivent sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Depuis que la loi a changé aux États-Unis, les messages ont commencé à affluer. Le jour même, on a reçu 70 messages. Là, ce ne sont que des interlocutrices américaines. Elles viennent d'Arizona, Colorado, Floride, Géorgie, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiane, Massachusetts. Elles sont originaires de tous ces États? Oui, elles nous écrivent ou elles viennent de là. Elles vous demandent de l'aide? Oui. Et vous en pensez quoi? C'est dingue, complètement dingue. Ces femmes, elles ont peur? Oui. Évidemment qu'elles ont peur. Quand c'est une Mexicaine, elle a peur de mourir, de l'hémorragie.
Quand c'est une Américaine, elle a surtout peur de la loi, bien plus que des risques physiques. Mais toutes ces Américaines ne peuvent pas venir jusqu'à Monterrey. Alors, Vanessa et Sandra ont mis sur pied un réseau pour faire parvenir aux États-Unis les pilules abortives. Avec ce médicament, il faut prendre 12 cachets. C'est le protocole recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Les pilules qu'elles fournissent, à la base, sont destinées à traiter les ulcères. Les chercheurs ont découvert qu'elles déclenchaient des contractions et permettaient d'interrompre les grossesses. Les militantes jouent sur cette ligne pour déjouer les lois texanes. Là, je les conditionne pour les envoyer. Et ça part où? Aux États-Unis, pour celles qui le souhaitent. Vous avez des activistes qui vont les transporter sur elles jusqu'aux États-Unis? Jusqu'aux États-Unis, c'est ça. C'est pas illégal? Elles font comme s'il s'agissait de leur propre traitement. Et elles le livrent. Mais c'est pas comme si c'était des trafiquantes. Elles le transportent simplement. Nous, c'est ce qu'on cherche. Ce genre de faille dans le système ne nous met pas hors la loi. Et par ce biais, on fait en sorte que l'avortement demeure un droit pour celles qui en ont besoin. Chaque mois, Sandra et Vanessa aident en moyenne 70 Américaines à avorter. Quand la santé des Américains dépend des Mexicains, ici aussi, dans cette ville frontière, ça saute aux yeux. Ce qui est frappant dans cette ville, c'est qu'on voit des dentistes à tous les coins de rue, parfois même installés les uns à côté des autres. On est côté mexicain, donc on est à Agua Prieta. Et l'autre côté, c'est Douglas. Donc les Américains traversent la frontière pour se refaire un implant dentaire. Un implant dentaire aux États-Unis, c'est 4 000 $. Ici, c'est 30% moins cher. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de cliniques dentales. Il y a un vrai tourisme médical ici, c'est impressionnant. Hello. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, merci. D'où est-ce que vous venez? Je viens des États-Unis, d'Arizona. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis venue pour des implants et aujourd'hui, je dois me faire poser une couronne. Et pourquoi il n'y a pas de dentiste où vous vivez, à Sierra Vista? Il y en a, mais c'est beaucoup plus cher, beaucoup d'attentes. Ici, c'est bien plus rapide. J'ai trouvé ce dentiste sur Internet et j'ai été impressionnée par son niveau de formation. Ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, allons-y. J'espère que ça va. Ouais, c'est un peu impressionnant. Je suis d'accord. Mais ils viennent carrément de France. Ça, c'est génial. Oui, ils font un reportage sur le tourisme médical. Depuis qu'on est arrivé ici, dans votre cabinet, on n'a vu que des patients américains. Tous vos patients viennent des États-Unis? Bien dans la pratique, on n'accueille pas exclusivement des Américains. Mais 95 à 99% de mes patients viennent des États-Unis. 95 à 99%? Oui, 95 à 99%. Quasi exclusivement, finalement. Oui. Pourquoi? Essentiellement à cause du prix. Les coûts de fabrication aux États-Unis sont beaucoup plus élevés qu'au Mexique. Et puis les gens attendent la même qualité de soins ici à la frontière. De nombreux Américains ont la chance de pouvoir venir ici librement pour consulter un dentiste, alors que dans l'autre sens, ceux qui cherchent à se rendre aux États-Unis pour une vie meilleure en sont empêchés à cause du mur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui souffrent à travers le monde. Je ne peux pas blâmer tous ces gens qui souhaitent un meilleur avenir pour leur famille, une vie décente. C'est si triste qu'il y ait autant de divisions dans le monde. D'un côté, des Américains qui viennent soigner leurs dents grâce aux dentistes bon marché. De l'autre,
des Mexicains qui vont perdre les leurs lors de combats truqués. C'est la violente réalité d'une autre ville frontière. Tijuana, capitale mondiale de la boxe, une usine à champions. Dans chaque bidonville, filles ou garçons partagent un même rêve, devenir un jour la star du ring. Et quand la nuit tombe, il y a toujours un gala de boxe dans l'arrière-salle d'un bar. Un spectacle familial. Toute la ville vibre pour ces combats. À l'affiche ce soir, comme souvent, des Américains venus combattre des Mexicains. On est de Vegas, on vient d'Amérique. Ils sont comment, les boxeurs mexicains? Agressifs, expérimentés. Vaut mieux arriver en forme parce que tu gagnes pas aussi simplement. Tous les grands champions sont passés par Tijuana. Tu peux mettre ça dans ton reportage. Mais depuis quelques mois, la réputation de Tijuana est ternie. Les boxeurs américains viendraient en fait combattre des adversaires faciles pour embellir leur palmarès, engranger les victoires. Par exemple, ce combat ce soir. Short rouge, il nous vient de Las Vegas, Nevada, Aaron Williams. Aaron Williams, boxeur professionnel de 36 ans, n'est plus remonté sur un ring depuis 11 ans. Il s'est entraîné des mois pour son grand comeback. Mais face à lui, l'adversaire semble moins affûté. En face, short bleu, il nous vient de Culiacán, Sinaloa. Abraham Ernesto Beltran. D'emblée, l'Américain prend l'ascendant, sans encaisser un coup. Pour le Mexicain, en revanche, après 4 petites minutes de combat, KO technique. L'Américain jubile, une victoire par KO. Et il ne pouvait pas rêver mieux. C'était pas une victoire sans gloire? Je me suis battu contre toutes sortes de gabarits et je m'en suis sorti. J'ai déjà affronté 25 adversaires de tous styles, de tous horizons. J'ai déjà tout vu. Je remercie Dieu et mon équipe. Les combats s'enchaînent. Ce soir-là, les Américains remportent 80% des duels. C'est au tour de l'Américain Sherrod Williams. 6 combats, 6 victoires. Face à lui, Juan Ramón Gamboa. Lui enchaîne les défaites. 16 combats, 12 de perdus. La plupart par KO. Son surnom, l'incontrôlable. Il n'a pas de coach, et dans ces cas-là, l'entraîneur commis d'office, c'est Jorge Sillas. Une machine à perdre, Jorge. Il a raccroché les gants il y a 2 mois. Il est l'un de ceux qui affichent le plus grand nombre de défaites à Tijuana. L'incontrôlable n'a aucune discipline. Et ils l'ont prévenu au dernier moment qu'il devrait se battre. Il n'est pas entraîné. Enfin, moi je le sais. Clairement, on est en train de perdre, mais avec dignité. Debout sur le ring. Nouvelle défaite pour Gamboa. C'est quoi les conséquences physiques de ce combat? Mais vous le voyez sur mon visage. Mais ça peut aller. Il me manque juste une dent en bas. Vous avez perdu une dent? Oui, ici. Il a connu l'identité de son adversaire seulement 48 heures avant, comme à chaque fois.
Vous avez donné le meilleur? Oui, j'ai fait de mon mieux. Mais je savais que ça ne serait pas facile avec ce favoritisme. C'est-à-dire favoritisme? On vient pas du même monde. Mettons que ce soit moi le meilleur. Les juges leur attribueront la victoire parce que ce sont eux qui payent les combats. C'est ça le favoritisme. Comme après chaque combat, le boxeur vient chercher sa paye auprès de l'organisateur du gala. Ça vous fait combien? 600 €. Ça vous permet de vivre combien de temps? Quelque temps, je peux pas vous dire précisément, mais ça va m'aider un peu. Prochain combat? Il m'a pas encore dit. Même s'il sort abîmé, en un combat, Gamboa a empoché l'équivalent d'1 mois de salaire au Mexique. Les Américains aussi, ils empochent quelque chose? Non, eux, ils viennent et ils payent pour pouvoir se battre. C'est eux qui payent, pas vous qui les payez. Non, moi je les paye pas. Et combien ils payent? Ça dépend de la qualité de l'adversaire, du nombre de rounds. Ça peut tourner dans les 800 €, ça dépend, je sais pas. Au sortir du gala, Jorge Sias, l'entraîneur, va nous éclairer sur les coulisses de la boxe à Tijuana. 11 années sur le ring l'ont conduit à combattre les plus grands champions. Un boxeur de haut vol qui affiche pourtant un nombre anormal de défaites. Avec sa femme et ses enfants, nous sortons partager quelques tacos et quelques secrets. J'ai 18 victoires, 4 nuls. Et j'ai 45 ou 46 défaites. Et combien de défaites par KO? 12. Pas parce qu'il tapait fort, plutôt parce qu'il payait bien. Et je me laissais tomber. Mais je n'ai jamais subi de vrai KO. Le boxeur vient de mettre un terme à sa carrière. Il n'a plus rien à cacher. Combien de fois on vous a proposé de l'argent pour perdre? 40 fois. Et combien de fois vous avez accepté? 40 fois. Par nécessité. Quand j'ai combattu contre ce futur champion du monde, on me payait 800 €. Mais si j'acceptais de perdre, il me donnait 200 € en plus. Dans ce système, il n'y a rien à sauver. C'est que du business. Un Américain arrive, il paye 1000 € pour se battre. En face de lui, on prend le premier venu, on lui donne 400 €. On ne sait même pas si c'est un boxeur. Mais voilà, l'Américain repart avec une victoire à son palmarès. En perdant, il ramenait plus d'argent. De l'argent pour ses enfants, pour qu'il ne leur manque rien. C'est un très bon papa. Et comme boxeur, pour moi, il restera le meilleur. À trop perdre, Jorge a peu gagné. Le voilà à sec. Promis à un avenir de grand champion, le puncher est désormais pompiste de nuit à Tijuana. Avant de quitter la frontière, nous voulions faire un crochet par ce cimetière mexicain. Encore un symbole du fossé entre les deux pays. C'est la fête des morts au Mexique. Les gens ils vont se recueillir sur leur tombe et y passer peut-être la soirée pour rendre hommage à leurs défunts. El Día de los Muertos. C'est un événement qui permet des retrouvailles en famille. Des Américains qui viennent aussi de l'autre côté, qui ont des proches ici disparus. Hey, comment allez-vous? Nous ne sommes qu'à quelques minutes des États-Unis, et ici la mort se chante et se célèbre dans la joie.
Dans ce premier numéro de Sur la ligne, nous avons essayé de vous offrir la vision la plus vaste possible sur ce qui oppose, mais aussi ce qui unit deux peuples voisins, de part et d'autre d'un mur.